américains John McCain et Sheldon Whitehouse sont à visite de 48 heures au Mali. C'est pour étudier et discuter des voies et moyens à partir desquels les États-Unis d'Amérique pourront apporter leur aide au Mali. Ils ont été respectivement reçus par le Premier ministre et le Président de la République par intérim. L'ambassadeur français Christian Rouillet a été aussi reçu en audience. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Les sénateurs américains John McCain et Sheldon Whitehouse ont été les premières personnalités reçues par le Premier ministre Django Sissoko à la primature. Cette visite de John McCain, sénateur républicain de l'Arizona, et Sheldon Whitehouse, démocrate de Rhode Island au Mali, vise à comprendre la situation actuelle sur le terrain, d'apporter une réponse américaine mieux appropriée. Ensuite, les deux personnalités ont été reçues par le président de la République par intérim John Kounda Traoré. La visite de ces deux chefs de file du Congrès américain témoigne de l'intérêt et de l'engagement des États-Unis pour soutenir le peuple malien durant ces moments de crise. Nous sommes là, évidemment, pour renouveler notre support, le support du peuple américain, le support de nos collègues sénateurs pour venir en assistance aussi en assistance au Mali, afin de nous assurer que la démocratie sera défendue et la sécurité sera défendue au Mali. Et concrètement, qu'est-ce que les États-Unis vont envisager pour lutter contre le terrorisme au Mali? Nous allons évidemment évaluer, travailler avec les forces françaises, évaluer les forces françaises, évaluer les forces alliées qui sont sur place et voir dans quelle mesure nous allons apporter des équipements, apporter de la formation, apporter de la technologie afin de bouter ces forces en dehors du Mali, y compris Al-Qaïda. Le Mali a été pendant longtemps, n'est-ce pas, un pays cité en exemple en démocratie et en défense des droits de l'homme. Et le Mali, évidemment, a été aussi cité en exemple, comme je l'ai dit tantôt, dans les défenses de la démocratie et des droits de l'homme. L'ambassadeur français en fin de mission au Mali, Christian Rouillet, a été la troisième personnalité reçue par le président de la République par intérim John Kounda Traoré et ensuite par le Premier ministre Django Sissoko, auquel il était venu dire ses adieux. Je garde un excellent souvenir, mais comme je l'ai expliqué au président, les circonstances ont fait que je n'ai pas découvert autant le Mali que je le souhaitais, surtout été à Bamako, et que je compte bien, quand les circonstances le permettront, revenir, mais incognito, en touriste, pour découvrir tout ce que je n'ai pas pu encore voir dans le Mali. Mais je garde surtout le souvenir d'un pays très accueillant, malgré la tourmente, malgré les circonstances. J'ai toujours été accueilli aussi bien à Bamako que dans les communes rurales, avec beaucoup de chaleur, et ça, c'est le souvenir que j'emporterai avec moi. Cependant, Christian Rouillet s'en va avec une pensée pieuse pour le peuple malien, auquel il souhaite une paix durable et un avenir meilleur. Je souhaite que les Maliens puissent se prononcer en toute transparence lors des prochaines élections, car il faut un pouvoir légitime, un pouvoir fort pour pouvoir régler les problèmes du Mali. Je suis heureux de partir alors que la commission Dialogue et Réconciliation prend corps. Elle a une tâche immense qui l'attend. Et donc, je crois que là, on a franchi, avec la nomination d'un président et de deux vice-présidents, une étape importante. Restons avec le président de la République par intérim qui a reçu une délégation de parlementaires du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Des parlementaires qui se félicitent de l'évolution favorable de la reconquête des territoires du Nord. Auparavant, la délégation avait été reçue par le Premier ministre Django Sissoko. Les parlementaires sénégalais, nigériens et ivoiriens arrivent plus tôt que prévu à la résidence présidentielle. 16h35, ils sont accueillis. 17h pile, ils sont rejoints par le président de la République par intérim. Entre le chef de l'État et ses hôtes, les échanges ont porté sur les derniers développements de la crise malienne. Ces parlementaires disent être aux côtés du Mali pour relever les défis du moment. Il est de notre ressort de venir rencontrer les autorités, notamment celles de l'exécutif, pour essayer de leur montrer notre appui de nos délégations respectives dans le cadre de la lutte pour le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali et les appuyer dans le cadre du dialogue et réconciliation. Auparavant, les parlementaires avaient rencontré le Premier ministre Django Sissoko. Avec le chef du gouvernement, les mêmes préoccupations ont été évoquées. Pour les députés, la première priorité est de rétablir l'intégrité territoriale du Mali, un processus qui semble bien parti.
C'est une évolution qui est très intéressante parce que petit à petit, le Mali, avec l'appui de la MISMA, du Tchad, de la France, de tous les pays amis, en train de recouvrir son intégrité. C'est le plus important d'abord parce que tant que l'intégrité du Mali n'est pas recouverte, c'est très difficile d'organiser la vie tout court. Et à partir de ce sens, nous avons espoir qu'en juillet prochain, plaise à Dieu, comme on l'a prévu, les élections démocratiques seront organisées et les nouvelles autorités maliennes prendront la gestion du pays en main. Les parlementaires du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire sont à Bamako dans le cadre de la session d'avril de l'Assemblée nationale. Une session qui s'est ouverte ce lundi à l'hémicycle de Bagadadji. Après 28 jours de détention, le journaliste Boukari Ndaw, directeur de publication du Républicain, a finalement été remis en liberté provisoire. C'était à l'issue d'une audience publique tenue au tribunal de première instance de la commune 4 du district de Bamako. L'événement a réuni plusieurs confrères et sympathisants de la presse. Cette décision de la justice est hautement saluée par les journalistes qui la qualifient de légale et légitime. En attendant la date du procès fixée au 16 avril prochain, Boukari Ndaw a regagné sa famille et tous ses collaborateurs qui l'ont soutenu tout au long de cette dure épreuve. L'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Caille a organisé à la grande mosquée de la Cité des Rails une séance de lecture du Saint-Coran et de prière. Mahamadi Alioubari, notre correspondant sur place, nous en parle. Organisée par le bureau exécutif de l'Association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Caille, cette journée de bénédiction a comme objectif de faire des prières pour le retour rapide de la paix et le repos de l'âme de toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de guerre. L'un des temps forts de cette journée a été la lecture du Saint-Coran. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Dieu répond et satisfait les demandes et les désirs de celui qu'il appelle par ses noms les plus exaltés. » Perpétuant cette tradition, l'association qui j'ai l'honneur de présider a décidé d'organiser une séance de lecture du Coran pour le retour de la paix. Je pense que l'initiative prise par l'association du Nord participe, n'est-ce pas, de la recherche de cette solution de retour rapide de la paix dans notre pays. Au cours de cette séance de lecture du Saint-Coran, les fidèles musulmans ont prié pour nos forces armées et de sécurité, pour la France ainsi que pour les autres forces étrangères qui sont en train de nous aider pour la reconquête des régions occupées par les groupes armés et le retour de la paix dans notre pays. La paix sans laquelle il n'y a pas de développement. Hors de nos frontières, la lutte contre la corruption au Cameroun s'intensifie. Le chef de la Société de développement du coton, Iya Mohamed, soumet de rembourser 9 milliards de francs CFA. À la tête de la société depuis plusieurs années, il est épinglé pour sa mauvaise gestion. Cela fait longtemps que la presse camerounaise dénonce sa gestion de la Société de développement du coton, Sous-Coton, entreprise publique qu'il dirige depuis 30 ans. Mais c'est la première fois que Iya Mohamed est à la une des journaux pour des fautes constatées par un organe gouvernemental. Le Conseil de discipline budgétaire et financière retient contre lui 20 fautes de gestion. Des fautes ayant entraîné un préjudice évalué à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Une somme que le directeur général de la Sous-Coton est sommé de rembourser. Une fois que le Conseil supérieur d'État fait son boulot, la justice devrait suivre son cours. S'il est véritablement démontré qu'il y a des fautes de gestion de 9 milliards de francs, je pense que chacun, en ce qui le concerne, sait ce qu'il a lieu de faire. Normalement, c'est le début d'un processus. Tout dépendra du rythme de mise en œuvre de la justice, mais ce genre de décision devrait voir la suite, une réunion du conseil d'administration pour le démettre de son poste de directeur général. Au Cameroun, ce n'est pas la première fois que le patron d'une société d'État est épinglé officiellement pour sa mauvaise gestion. Mais la décision prise contre Iya Mohamed connaît un écho des plus retentissants dans le pays, et pour cause. Le directeur général de la Sous-Coton est aussi le président de la très puissante Fédération camerounaise de football. Les fautes de gestion retenues contre lui ont été commises entre 2005 et 2010. Cette période, selon les férus du ballon rond, correspond à celle du début de la descente aux enfers des Lions indomptables, la sélection nationale du Cameroun. Il est à l'origine de la chute du football camerounais, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui sont mortes à cause de sa sale politique. Il a pillé littéralement le football camerounais. Je crois que c'est normal qu'on le fasse ce qu'on lui a fait.
La sanction infligée à Iya Mohamed tombe au lendemain de la décision du ministre des Sports de suspendre le processus visant à élire les nouveaux dirigeants du football camerounais. Pour beaucoup d'observateurs, cette mesure devrait aboutir à l'inéligibilité de Iya Mohamed, qui est aux commandes de la Fédération camerounaise de football depuis 15 ans. Nouvelle étape dans la vie publique birmane. Depuis la dissolution de la junte, le processus de réforme suit son cours normal. Par exemple, ces journaux privés ont obtenu des pouvoirs publics l'autorisation de paraître quotidiennement. C'est une nouvelle étape dans le processus de réforme entamé en 2011 à la suite de la dissolution de la junte. Les Birmans ont découvert lundi les délices de la presse quotidienne privée. Jusqu'à présent, toutes les publications privées étaient hebdomadaires, n'utilisant que leur site internet pour étancher la soif d'information des Birmans depuis l'abolition de la censure en août dernier. Il y a beaucoup de différences entre un quotidien privé et un quotidien gouvernemental. Ces journaux privés sont très clairs et montrent des tendances différentes. On ne peut pas les comparer avec un quotidien officiel qui est comme un miroir. 16 journaux ont obtenu le feu vert des autorités pour publier leur quotidien à partir du 1er avril. Mais seuls 4 ont réussi à tenir les délais. C'est le cas de The Voice Daily, version quotidienne d'un des plus grands magazines du pays, heureux d'être là pour ce rendez-vous historique, même si les vieux démons ont la vie dure. Il y aura des tas de changements et d'obstacles dans le futur qu'on ne peut pas anticiper. Pour le moment, la difficulté, c'est la réponse des ministres. Comme ils ne répondent pas quand on leur demande de confirmer quelque chose, on ne peut pas contrebalancer les informations et nous devons publier ce que nous avons. Sur les 16 quotidiens autorisés, combien arriveront à se maintenir? Faiblesse logistique, inexpérience des rédactions et imprimeries sous-équipées. Une fois ces obstacles surmontés, qui achètera ces journaux à 20 centimes d'euros, le double de la presse officielle, dans un des pays les plus pauvres de la planète? La révolution de papier n'est pas terminée. Les textes destinés à remplacer les lois liberticides d'hier sont toujours en discussion, dont un qui suscite de vives protestations de la part des professionnels. Malgré des avancées incontestables, la Birmanie est encore 151e sur 179 au classement 2013 de l'organisation Reporters sans frontières. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel au Venezuela de la campagne présidentielle sous le thème de la sécurité. Mais d'abord, partons en Syrie où on enregistre 63 000 morts depuis le début de la guerre civile qui touche ce pays. 2 ans de conflit et au moins 63 000 morts. C'est le dernier bilan de la guerre civile en Syrie, avec un pic au mois de mars, 6 000 tués, dont 600 femmes et enfants, dans les affrontements entre rebelles et troupes fidèles à Bachar el-Assad. Ces chiffres fournis par l'Observatoire des droits de l'homme ne tiennent pas compte des milliers de personnes disparues en détention, ni des miliciens pro-régime tués. Plus d'1 million de Syriens ont par ailleurs fui leur pays depuis le début de la révolte. C'est le leader incontesté du Hamas. Khaled Meshal a été reconduit sans surprise à la tête du mouvement islamiste palestinien. Âgé de 56 ans, il vit en exil en Égypte, d'où il dirige l'organisation depuis 2004. L'année dernière, il avait fait part de son intention de passer la main, mais face aux troubles qui secouent la région, le mouvement islamiste lui a demandé de rester en place. Khaled Meshal a été réélu pour un mandat de 4 ans. La campagne présidentielle officiellement lancée au Venezuela sous le thème de la sécurité. En meeting à Caracas, l'opposant Enrique Capriles a promis une lutte sans merci contre la violence. Avec près de 22 000 homicides par an, un chiffre multiplié par 5 en 15 ans, le Venezuela est le 3e pays le plus violent au monde. Même promesse du côté du parti au pouvoir, Nicolás Maduro, favori et dauphin d'Hugo Chavez, a fustigé les enlèvements. La question de la violence fait donc son grand retour dans le débat politique après avoir été occultée pendant les 15 ans de règne d'Hugo Chavez. À Chypre, les artistes mobilisés face à la crise. Un concert caritatif géant a réuni des dizaines de milliers de personnes à Nicosie, la capitale. Sur scène, une cinquantaine de musiciens chypriotes et grecs. Ce concert géant qui a duré 8 heures a permis de récolter des produits alimentaires pour les plus démunis, durement frappés par la crise. Ces derniers mois, le taux de chômage a plus que doublé sur l'île pour atteindre les 15%.
il pourrait bien continuer à grimper ces prochains mois. Ici à Bamako, naissance de sextuplés, dont 4 filles, jeudi dernier à l'hôpital Gabriel Touré. La maman, Djiba Sissoko, ménagère à Djalakoroji, est toujours admise à l'hôpital. Malheureusement, 3 des 6 nouveau-nés sont morts. Les explications des spécialistes avec Tchemoro Kounati. Des sextuplés à l'hôpital Gabriel Touré depuis le jeudi dernier. Suite à une césarienne, Djeneba Sissoko, ménagère à Djalakoroji, a donné naissance à 6 bébés, parmi lesquels 4 filles. 3 d'entre eux sont décédés, dont 2 garçons. Le père des enfants, un nommé Mamadou Sissoko, est commerçant de son état. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une hypertension artérielle, chose habituelle dans ce genre de grossesse. Et ceci a entraîné une hospitalisation 6 jours après son hospitalisation, soit 31 semaines plus 6 jours, eh bien, elle a eu une autre complication qui a consisté en une perte du liquide amniotique par rupture de la poche amniotique. Et elle avait des contractions. Eh bien, ceci a entraîné la réalisation d'une césarienne. Cette grossesse prématurée intervient après un problème de fertilité constaté chez la dame depuis 13 ans, ce qui a donné lieu à des traitements intenses. Les suites post-opératoires ont été simples. Jusqu'à ce jour, elle ne se plaint pratiquement de rien. Elle s'alimente correctement et les soins sont administrés de façon quotidienne. Aujourd'hui, elle n'a plus d'injection à faire et tous les médicaments sont pris par voie orale. Elle n'a aucune plainte particulière. Pour le moment, l'état des 3 autres est fragile mais pas critique, selon les docteurs. Le dossier de cette édition qui devient l'anneau Sotrama. Au lendemain de sa mise en service, l'anneau Sotrama avait permis de désengorger le centre-ville et faciliter la circulation des Sotramas. De nos jours, il traverse le Dabanani et fait l'objet d'occupations anarchiques ou de parkings illégaux, ce qui perturbe la circulation en rendant du coup le marché Dabanani inaccessible à cause des embouteillages. Mamadou Doumbia est allé voir. À travers le district de Bamako, pour rendre fluide la circulation, le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, a initié et financé l'anneau Sotrama jusqu'à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA, avec une longueur de 1,2 km. Il s'est agi concrètement de créer un couloir pour le transport en commun et un autre couloir pour le reste de la circulation. J'avoue que ça fait l'objet de beaucoup de rencontres avec l'ensemble des partenaires sociaux pour que chacun puisse jouer sa partition. Mais depuis quelque temps, malheureusement, nous avons constaté que les acquis sont en train de se perdre par rapport aux objectifs qui étaient fixés pour l'aménagement de cette voie. Après la réalisation de l'anneau Sotrama et avant le coup d'État de mars 2012, en ces endroits, la circulation était fluide, sans encombrement et sans embouteillage. Mais c'était sans compter sur la détermination des détaillants ou d'autres perturbateurs qui veulent toujours s'asseoir sur les trottoirs ou même sur la voie publique. Condition sine qua non pour gagner leur quotidien, pense-t-il. Donc il faut sensibiliser les gens, puisqu'on puisse trouver la solution de ça. Donc pendant longtemps, il faut envoyer la sécurité pour sécuriser l'endroit. Aujourd'hui, pour emprunter le boulevard du peuple qui traverse le Dabanani, c'est un parcours de combattants à cause des embouteillages, des voitures personnelles garées pour toute la journée, des taxis, des motos garées, des pousse-pousse qui se faufilent entre les voitures, des camions qui débarquent des marchandises sans respect du code de la route. Chaque installation paye quelque chose pour la mairie, même si c'est les petits tickets là, ils paient ça pour la mairie. Nous aussi les commerçants, on est impliqués dedans. Il faut toujours respecter là où les piétons devraient passer. Tout le monde a compris la nécessité des aménagements qui ont été réalisés. Et donc nous allons poursuivre la sensibilisation, poursuivre donc la sensibilisation qui a été entamée depuis bien avant les aménagements en question. Nous allons encore poursuivre cette sensibilisation et même s'il faut aller aussi à la répression, souvent il le faut,
parce que nous ne pouvons pas comprendre que la chaussée soit utilisée comme un site commercial. En plus de ces embouteillages incessants causés par l'utilisation de la chaussée comme parking, un autre problème coexiste, c'est l'insalubrité. On a toujours l'impression que le tronçon du boulevard n'est jamais balayé. Le boulevard du peuple est balayé quotidiennement. Tous les jours que le bon Dieu fait, le boulevard est balayé. Le groupement d'intérêt économique qui est en charge de balayage de cette voie fait l'opération à partir de minuit. Je vous invite à passer un après-midi le petit soir pour voir l'état de la voie et le matin, le même jour, le matin, pour voir quel est l'état de la voie. Vous allez vous rendre compte que la voie est effectivement balayée et les produits du balayage sont évacués sur le dépôt de transit le plus proche. En ces moments difficiles, nous avons besoin d'ordre, de quiétude, de reconversion de mentalité, d'instruction civique pour gérer notre quotidien. Respecter les acquis, gage d'un développement harmonieux, durable. Voilà, sur ce se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bon appétit à tous. Je vous dis à demain, 13h. Ce soir, pour le journal, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. D'ici là, restez en notre compagnie. Grand merci à nos fidèles téléspectateurs de Nioro du Sahel. C'est dans la région de Caille et c'est au Mali. À demain. Merci.